Anyone out here watching this new show, House of Dragons? The series Game of Thrones fans have been waiting for. With a production budget of $200 million for its first season, the most anticipated show. Rentrée 2022, les séries House of the Dragons et Rings of Power dévoilent chacune leur première saison. D'un côté, le spin-off de la série la plus populaire du monde, et de l'autre, un spin-off de la trilogie de films la plus populaire du monde. Amazon is dropping nearly $500 million. Un duel au sommet d'heroic fantasy avec un budget faramineux, une attente comme on en voit rarement. Bref, tous les médias du monde entier ne parlent que de ces deux projets. Sauf qu'exactement à la même période, il y a une mini-série qui est complètement éclipsée par ces deux blockbusters. Complètement à l'opposé d'un univers de fantasy épique, grandiose et guerrier, on est sur un restaurant de sandwich crasseux dans un vieux quartier de Chicago, ça crie dans les cuisines, s'en fout partout, c'est chaotique, bruyant et stressant. Bref, bienvenue dans le fantastique environnement de la restauration. Et alors qu'elle est acclamée par la critique pour sa mise en scène, son montage, sa musique et ses acteurs, il y a pour moi un élément de la série qui lui donne toute sa saveur, et c'est en partie le sujet de cette vidéo. Alors, enfilez votre tablier et accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler quel est, selon moi, l'ingrédient secret de The Bear. Let's fucking go. Get the fuck off! Fuck! I can't do this! Please. Stop! Bam! Création originale de Christophe Storer, The Bear est une mini-série dramatique qui nous emmène dans les coulisses d'un petit restaurant de sandwich italien situé au cœur de Chicago. Merry Christmas, lizards! On y suit l'histoire de Carmy, interprétée par Jeremy Allen White, déjà connu pour son rôle de Liv Gallagher dans la série Shameless. Mais c'est bien le succès de The Bear qui va le propulser à de nouvelles strates de la notoriété. Jeremy Allen White. Nouvelle figure du sex symbole, il fait la couverture de tous les magazines, de toutes les campagnes de pub, et commence doucement à faire sa place dans les sorties cinéma, notamment dans Fremont de Babak Jalali, ou encore l'excellent Iron Claw de Sean Derkin aux côtés de Zac Efron. Ici, il joue donc le rôle d'un chef étoilé qui hérite du resto de son frère décédé et va essayer de le sauver de la faillite afin d'en faire une brasserie un peu haut de gamme. La série choisit d'ailleurs de s'inscrire dans le présent en intégrant les conséquences du Covid chez les petits commerces, les restaurateurs et notamment l'établissement de nos protagonistes qui est constamment menacé de fermer. La série se pose donc dans un climat qui est très lourd émotionnellement, un mélange d'angoisse et de stress lié à la restauration, le deuil qui pèse sur les épaules de certains personnages, les crises existentielles, l'impression de ne pas être à sa place, ou encore la colère et la frustration qui se créent en un quart de seconde. En fait, l'ambiance est hyper pesante et c'est limite si on se demande mais pourquoi on s'inflige ça ? En fait, plus simplement, comment est-ce qu'ils arrivent à nous rendre addicts à ça ? Get back to work! Fuck you, Garrett! Yes, chef, fuck me. Alors honnêtement, je pense qu'il ne faut pas chercher bien loin. J'ai rarement vu une série avec un sens du timing et du rythme aussi maîtrisé que celle-ci. Ça va à une vitesse folle et pourtant on n'a jamais l'impression d'être à la traîne. On est submergé visuellement, auditivement, mais tout est calculé à la frame près. C'est simple, chaque seconde compte. I want to fix this place. You got no fucking idea what you're doing here! You want to be a baby for another minute? Or you trying to party? And I think that flipped this switch in me where I was like, fuck you, watch this. 5 minutes to open! Chef! Light it up! Purpose. What's my purpose, homie? I'm a quit. Now where you gonna go? I failed you guys. It's not gonna happen again. Et avec sa photographie léchée et son sens du détail, visuellement, c'est un délice pour les yeux. Et puis, il y a cette teinte qu'a l'image, cette couleur froide et métallique qui donne à la série un aspect qui se rapproche presque de l'argentique et qui rappelle également tout le décor des cuisines dans lesquelles travaillent tous les protagonistes. En fait, ça sent que c'est une série maligne, qui est entre les mains de personnes talentueuses qui ont envie de raconter des trucs par l'image, ce qu'on appelle le storytelling visuel, que vous connaissez, ou encore le fameux show don't tell. Et pour ça, il suffit de voir les premières minutes de l'épisode 1. On plonge direct dans un montage très saccadé de plein de choses. Carmy qui ramasse des pièces,
qui va vendre des fringues, qui prépare de la viande, le tout avec des photos de familles de Chicago pendant qu'on a deux musiques qui se superposent. On est en plein chaos, ça va dans tous les sens et la série nous challenge presque en nous disant « Est-ce que vous pouvez tenir le rythme ?» Et rien qu'en quelques secondes, on en apprend énormément sur Carmy. Suffit de voir la différence des cuts entre les scènes d'avant et les scènes où Carmy cuisine. D'un coup, on a des fondus entre les plans, tout devient plus doux, plus fluide, comme si le temps ralentissait malgré l'urgence constante. Et lorsqu'on avance dans le montage, on commence à voir des photos de famille de lui jeune, de sa famille et de sa relation avec la restauration et le fait de cuisiner, parce qu'au fond, c'est sûrement ici qu'il se sent le mieux. Sa famille, elle est là. Et des idées de mise en scène et de montage, on en a à la pelle. Comme lorsqu'on voit que son four chez lui est rempli de gin, qui laisse penser qu'il ne cuisine jamais pour lui, mais toujours dans le cadre du travail, alors que chez soi, on le voit se faire des sandwichs de beurre de cacahuète. Et avec des plans et des séquences toutes simples comme celle-ci, la série nous dresse déjà un portrait du protagoniste de manière subtile et presque subliminale, tant tout s'enchaîne à une vitesse folle. Et ce qui est ouf, c'est qu'on pouvait craindre de tourner rapidement en rond dans le décor de la cuisine du restaurant, mais justement, c'est là que le génie de Christopher Storer et Joanna Callow se fait ressentir. Ils arrivent à se réinventer à chaque épisode. Et on pourrait évidemment parler de l'épisode 7 de la saison 1, où on assiste à 20 minutes de plan séquence où la pression monte petit à petit, jusqu'à ce que ce soit à peine regardable. Et tout le monde était déjà sur le cul avec cet épisode, et ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire encore plus stressant en saison 2, en filmant le réveillon de Noël de la famille Berzato. 50 minutes de huis clos anxiogènes portés par un casting de fous. Ils se sont clairement dit ok, on va se faire plaisir, on ramène des gros guests, on va les mettre tous ensemble dans une maison et on va secouer le tout jusqu'à ce que tout explose. Sauf que là, depuis le début, je focus beaucoup sur l'aspect frénétique de la série, mais ce qui est intéressant avec une série qui est aussi épileptique entre guillemets, c'est lorsque d'un coup, tout s'arrête. Quand tout devient lent, quand il n'y a plus un seul bruit. Ça peut être le temps d'une pause clope en dehors du resto. Je peux vous dire que lorsque c'était 2 seules minutes de répit de l'épisode et que t'as un peu de calme et que ça crie pas, c'est aussi la pause clope du spectateur. Et justement, l'épisode qui suit ce fameux réveillon de Noël, il joue complètement avec ce phénomène de rupture. On passe d'un épisode d'1 heure avec 15 personnes à un épisode de 30 minutes qui se focus sur un seul personnage. On place le loser de service qu'on a marre de tout dans le restaurant le plus luxueux du monde. Et là, d'un coup, la rupture est parfaitement marquée, il y a un vrai contraste, et ça fait absolument tout ressortir. Chaque dialogue est hyper prenant, parce que lorsqu'on arrive à te convaincre que ça a du sens de laver des fourchettes 8 heures par jour pendant une semaine, faut le faire. Go. 4 seconds. 3 seconds. Apple cider gets streak. Apple cider gets streak. That's my freaking boy right there. All right, let's go. Another one. Go. Et au final, c'est sûrement un des épisodes les plus importants de toute la série, un des plus sincères, un des plus touchants. Parce qu'ils arrivent en quelques minutes à changer ta perception de plein de choses et à montrer une vraie évolution chez le meilleur personnage de la série, voilà, il faut le dire. 45. You've been here a long time. I want to apologize. For? Everything. I'm afraid one day I'm gonna wake up and you Fuck yeah, fuck me. Here we go. You are a loser! guys are all just gonna Be able to pay for your fucking life? just drop this ass. Are you fucking kids? You waste space here. You are a fucking loser. Oh, fucking you want to talk to me about fucking You kid? fucking Everybody knows it. I know it. Harvey knows it. I mean, your daughter probably knows it. Poor fucking girl. Yeah. I should have cut you I the fuck fucking out. love you. I should have cut you I the fucking fuck love out. you. You fucking I need fucking me. love you. You fucking Yeah, need you me. need me. Fuck you. I see you. You're the loser that you fucking are. Fuck you. Fucking need me, you motherfucker. Fuck you. Shit. Fuck you. Piece of fucking shit. Fuck you. Hope you fucking freeze to death. Sauf que je vous l'ai dit en intro, tout ça c'est déjà exceptionnel, mais il manque cet ingrédient secret là, cet élément qui change tout. Et le plus étonnant, c'est qu'il a déjà été utilisé dans d'autres séries et il les a toutes rendues encore plus populaires. Alors, petit indice, c'est un des personnages, mais alors, lequel ? Alors, je vais pas tourner autour du pot, parce que vous avez sûrement déjà deviné qui c'est. Ce que je trouve toujours dingue, c'est de me dire qu'il apparaît à peine 3 minutes dans la saison 1, et pourtant, c'est bien lui qui vole la vedette. Mikey, interprété par John Bernthal, c'est le frère de Carmen et Nathalie Berzato, le fameux frère qui s'est tiré une balle dans le crâne et qu'on revoit qu'à l'occasion de très rares flashbacks.
On comprend assez vite que c'est un personnage très attachant, charismatique, qui attire l'attention directement sur lui lorsqu'il entre dans une pièce, mais qui fait aussi rayonner les gens autour de lui. Et la série parvient à montrer très clairement le vide qu'il laisse derrière lui. Et pour ceux qui regardent des séries, on connaît déjà bien cet acteur. En 2010, le monde le découvrait en tant que Shane dans The Walking Dead. Il y jouait initialement le meilleur ami de Rick, avant de devenir un antagoniste. Et déjà à cette époque, il avait cette aura de personnage principal. Il volait clairement la vedette à Rick, qui paraissait presque insupportable à côté de lui. C'était le personnage le plus fascinant du début de la série et de loin, parce qu'on le sentait à fond dans son rôle de mec prêt à péter un câble à n'importe quel moment. Il rentrait clairement dans cette catégorie de personnages qui, lorsqu'ils apparaissent à l'écran, amènent avec eux une tension et un stress latent où on se dit « Oh putain, mais qu'est-ce qu'il va encore faire ?» Et j'avais déjà ressenti ça avec l'horrible Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, où tu te dis mais ce gars peut tout faire vriller en un claquement de doigts, et encore plus récemment avec Homelander dans The Boys, où là on pousse vraiment ce sentiment d'insécurité au maximum. Mais Jon Bernthal n'a pas seulement volé la vedette à Rick Grimes dans sa carrière. En 2016 sort la deuxième saison de Daredevil sur Netflix. Après le succès de la première, c'est Jon Bernthal qui incarnera le fameux personnage du Punisher, anti-héros qui n'hésite pas à massacrer et torturer ses ennemis. Et face à lui, Daredevil paraît instantanément ridicule et presque inintéressant. On a juste envie de voir ce qui arrive au Punisher et rien d'autre. Et tout ça, c'est grâce à l'interprétation de Jon Bernthal. Parce que ce gars, il a cette présence physique, cette voix, cette carrure, cette tronche, qui fait que tous les regards se tournent vers lui. À chaque fois, il a un rôle de personnage secondaire, et à chaque fois, toute l'attention se focalise sur lui. C'est fascinant, et c'est d'autant plus génial dans The Bear, parce qu'il est au centre de tout, sans jamais être réellement présent. Jon Bernthal apporte ce petit truc en plus à la série, une singularité presque imperceptible. En fait, il incarne l'essence même de The Bear. C'est le centre névralgique de la série, autour duquel s'articulent toutes les thématiques, la famille, l'addiction, la santé mentale et la quête de sens. En fait, c'est sa présence discrète qui forge une véritable cohérence narrative. Parce qu'en réalité, c'est lui, l'âme de la série. C'est lui qui la distingue des autres et qui la rend inoubliable. L'ingrédient secret de The Bear, c'est lui. I always thought my brother was my best friend. I had a friend. Like we just knew everything about each other. I don't talk about him. Except He was my partner. everybody thought he was their best friend. You know, he was that magnetic. He was loud. Oh, Bill fucking Murray! He was hilarious. And Bill Murray says, no, it's not. That is not funny. And he had this amazing ability. He could walk into a room and he could take the temperature of it instantly. You know, he could dial it. As we got older, I realized I didn't know anything about him. He stopped letting me into the restaurant a couple of years ago. He just cut me off cold. What was like the deal with Michael? He shot himself in the head 4 months ago. That hurt, you know? Hey, Carmen, maybe a little bit. Yeah, I got you. And because we had this connection through food, and he had made me feel so rejected and lame and shitty and uncool, I made this plan where I was gonna go work in all the best restaurants in the world. I thought when I was back I could work with you. You know, like I'm gonna go work in real kitchens, like fuck mom and dad's piece of shit, right? This place is no good, Carmi. It's a fucking nightmare. Like, trust me, I'm doing you a favor. And the routine of the kitchen was so consistent and exacting and busy and hard and alive, and I lost track of time, and he died. It gets better. No letter, no goodbye, nothing. What is this? What is this? My brother can make you feel confident in yourself. It's beautiful. It's perfect. You know, like when I was a kid, if I was nervous, I was scared, I wouldn't want to do something, he'd always tell me to just face it. He would always say, stupid. He would always say, let it rip. Hey, Bear.
third shift. Let it rip.